Bonjour Thomas, bonjour Salut Jérôme. Christophe. Donc, Bonjour. très fier aujourd'hui et ravi d'accueillir sur le plateau de Hero Connect, premier épisode du Tout podcast premier. vidéo, tout premier du podcast vidéo que nous lançons, et le commencer avec Jérôme Chouraki. Merci beaucoup de me recevoir. Beaucoup de fierté et c'est un honneur de t'avoir avec nous. Je pourrais te présenter, mais je pense que qui mieux que toi pour te présenter, raconter un peu qui tu es, tout ce que tu as fait. Tu as fait tellement de choses. Oh là là. Alors, je me présente, Jérôme Chouraki. Je suis responsable de 2 entités et d'une association. Donc, je suis président du Média Club, qui est une association qui regroupe un peu moins de 11 000 professionnels de l'audiovisuel en France. 50% audiovisuel télé, 25% cinéma, 25% digital. Et ça représente tous les professionnels, toutes les professions qui sont dans le back-office, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la distribution, en passant par la production artistique, la production déléguée, le juridique, le financier, Tu connais tout le monde de toute l'administratif. façon. C'est Tu ça. connais tout le monde. Non, mais en tout cas, ça fait pas mal de professions. Je dirige 2 sociétés, donc une société qui s'appelle The Media Faculty, qui fait de la formation professionnelle Ok. dans le secteur, justement pour ces professions-là. Et je dirige une entité qui s'appelle Talentsphère et qui fait du recrutement et de la chasse de tête aussi pour ces professions-là. Et le Media Club existe depuis 25 ans Bravo. et The Media Faculty et Talentsphère existent depuis 18 ans. Ok. Voilà, donc ça fait un certain temps que je suis là-dedans et j'ai un passé qui... Voilà. Je je voulais que tu en dirais, parles moi aussi. je viens, à la base, je suis une sorte d'hybride un peu bizarre puisque je suis juriste de formation qui est allé, j'ai tendance à dire, qui est allé jusqu'au bout de ce que le droit peut faire mal à un homme. Et j'ai également eu 12 ans de start-up avec son lot d'échecs et puis son lot de reventes aussi et de levée de fonds. Ça a duré 12 ans de ma vie, ça a été une aventure extraordinaire. Et, euh, et, et c'est le Media Club que j'ai créé en même temps que mes sociétés parce que j'ai voulu remercier mon directeur de fac à l'époque, mon directeur de master. Wow. Et pour le remercier, j'ai fait de la captation d'héritage. Enfin, j'ai Ok. commencé un peu durement et j'ai capté l'héritage de son diplôme qui était un diplôme à la Sorbonne et j'ai repris l'association des anciens élèves et on l'a monté en Media Club qui est devenu une Trop bien. association professionnelle aujourd'hui. Belle Et, histoire. et avec tout ça, parce que tu comprends que ces journées sont voilà, immenses, il arrive à trouver le temps de faire du sport. Et ça C'est- Oui, aussi, hein. oui, là Et j'ai puis, expliqué que effectivement, petit accident de sport ce matin, c'est pour ça que vous me voyez un peu rigide, mais tout va bien. et, Et trouver ensuite- le temps de venir et aussi, trouver le temps de passer du venir. temps avec nous. Et on voulait vraiment commencer avec toi parce que pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer et parce que qui mieux que toi pour aussi nous parler un petit peu de ces grandes mutations de marché qui sont en train de se passer et qu'on ne peut pas ignorer, qui sont sous nos yeux. Et on s'est dit que voilà, c'était la personne idoine pour venir nous raconter un peu tout ça, qui intéresse tout le monde et surtout pour rappeler un peu ce que la volonté et la vocation de Hero Connect, c'est vraiment de mettre à l'honneur et en scène des experts, des médias, de l'audiovisuel, pour venir nous faire part un petit peu de leur expérience et de leur vision sur aujourd'hui notre métier, notre écosystème. Du coup, là, est-ce que tu peux nous faire un petit retour, on en a parlé un peu en off tout à l'heure, sur ce qui s'est passé un peu l'année dernière, fin d'année dernière, etc. et comment tout le milieu de la production audiovisuelle est un peu chamboulé là ces derniers temps. Oui, on a connu une année un peu compliquée, mais avec plein d'intérêts, plein de rebondissements, etc. Je dirais que la principale chose à vraiment comprendre et en tout cas à envisager, c'est que il y a eu un shift marché qui est assez important. 2025, fin 2025, début 2026. C'est vraiment le moment où on voit qu'il existe 2 entités qui ont vraiment gagné aujourd'hui le cœur de l'audience et qui ont réussi à capter justement cette audience-là et qui sont Netflix et YouTube. Je pense que là, on n'a plus, Il y a c'est plus de plus un doute grand là. Il n'y a secret. pas de débat, ouais. Il n'y a pas de débat, il n'y a plus effectivement. Alors évidemment, on a des diffuseurs qui restent très très forts, hein, très ancrés. TF1, M6, Canal, France Télévisions, c'est des structures qui existent. Mais le cœur de l'audience, en tout cas celle qui est la moins de 35 ans, l'audience que va rechercher l'annonceur, il se situe quand même beaucoup chez Netflix, qui aujourd'hui a
eu un énorme succès avec sa version payante. Ouais. C'est environ 10 millions de personnes qui sont En en France? En France France? sur, Ah, c'est impressionnant. c'est beaucoup. Et puis c'est aussi YouTube qui, de manière assez massive, et on le voit, on n'a pas de chiffres exacts, mais on sait qu'aujourd'hui son empreinte est fondamentalement importante. Et c'est vrai que ça a un impact sur les modèles traditionnels, puisque c'est simple, hein, un annonceur qui est le premier modèle qui existe, l'annonceur va là où est l'audience. Si l'audience, elle est sur Il ces paye. plateformes-là, il shift dessus. On a vu, 2025 a vu pour la première fois des annonceurs dire qu'ils n'iraient plus en télé. Alors pour des raisons juridiques à la base, mais Lidl par exemple l'a clairement annoncé au dernier trimestre. Et c'est vrai que c'est une question qui ne pouvait pas se poser auparavant. Ouais. Et ce shift de l'annonceur et qui va considérer que l'audiovisuel peut être un deuxième choix, alors qu'avant il était un choix indiscutable, change complètement la donne puisque on a différents modèles en télé et une fois qu'on n'a plus cet apport de l'annonceur, on a moins d'argent et les diffuseurs, mine de rien, doivent composer avec cette nouvelle donne. Tu peux nous parler de ces différents modèles qu'on peut retrouver donc dans l'audiovisuel, hein, on en parlait encore, parce que c'est super intéressant. Nous décrire un peu ça pour que ceux qui Oui, il y a 3 voire 4 modèles qui 4, oui, existent commodité. en télé. On a un modèle assez traditionnel qui est celui de la publicité. Ça va concerner TF1, M6 et puis les chaînes du CapSat et de manière générale. Donc un modèle financé par les annonceurs. On a beaucoup glosé sur le temps de cerveau disponible à une certaine époque où un des dirigeants de TF1 avait utilisé cette, Patrick Chalet, oui. expression, mais qui, mine de rien, est une réalité. Ouais. Et donc là, à partir de là, bah, modèle annonceur qui finance, qui apporte du cash. Sur la performance. Et sur la performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audiovisuel a une qualité assez forte, c'est qu'elle va faire de la performance, mais elle va faire aussi de la notoriété. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant en télé, la notoriété c'est très très fort et notamment un TF1 a beaucoup vendu cette logique-là de dire tout simplement si vous passez chez moi, vous allez avoir C'est les rayonnés, une notoriété très très forte et ça va être connu de tout le monde. Ça a une véritable valeur, mais pour ça il faut avoir suffisamment de téléspectateurs à un instant T. On a un deuxième modèle qui est le modèle du service public. donc là subventionné. Voilà, qui est un modèle subventionné pendant un temps par la redevance, ensuite par une taxe prise dans des impôts de tous les Français. Ouais. On a un modèle, un troisième modèle qui est le modèle de l'abonnement. Ça, c'est le modèle Canal+, mais c'est le modèle Netflix. Netflix, toutes les plateformes, Exact, Disney et toutes les autres. plateformes. Et on a un quatrième modèle que j'appelle le modèle de la commodité. Ouais. Ça, c'est un modèle plus Apple TV+. Alors Apple TV maintenant, puisqu'ils ont abandonné le plus. Ouais. Et un modèle Prime. également Amazon Prime, exactement. Ce modèle-là, il va être potentiellement déficitaire pour ceux qui le mettent en œuvre sur la partie des contenus. Mais en fait, il va se retrouver comme un élément de support de la vente d'autres choses. Et donc, effectivement, par exemple, un Apple TV va dépenser, le dernier chiffre qui était évalué, c'était environ 5 milliards pour l'ensemble de sa production audiovisuelle de séries. Et on avait calculé que ça ne leur rapportait que 4 milliards. Et Oui, donc, résultat, 1 milliard de de déficit. perte, Et on rien. peut estimer que le chiffre est en Rien. perte. Mais la réalité, c'est que Apple TV, c'est la promotion de l'Apple Watch, L'iPhone, de l'iPhone, Tous les des produits MacBooks, matériels, hardware exactement, qui qui sont font quoi. mis en avant et qui donnent une image de marque très très forte. Donc, le business de la commodité, c'est prendre l'objet contenu pour vendre autre chose. Un prétexte pour vendre. D'ailleurs, tu avais un Exactement. chiffre sur Amazon Prime, tu nous disais, en Oui, parlant à alors une... j'avais ça, C'était intéressant ça. c'était des discussions qu'on avait eues et de ce que j'ai compris, parce que c'est un chiffre non officiel, Bien sûr, mais donc voilà, je ne fais que rapporter ce qu'on m'a dit, c'est qu'un abonné, parce que toute la question était de savoir pourquoi finalement Amazon fait de l'audiovisuel, puisqu'ils ont une activité euh, très florissante côté vente e-commerce et e-commerce.
pourquoi finalement aller Continuer à le attirer faire. des gens sur Prime, et pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Prime, voilà, alors que c'est de l'audiovisuel d'un côté et de l'autre côté c'est de la vente Ouais, de c'est ça. produits. Il paraîtrait que tout abonné Prime, qu'il vienne par la porte d'un contenu parce qu'il a envie de Service de s'abonner, livraison rapide. ou parce qu'il veut être Prime, parce il va avoir une livraison rapide avec Ou un certain gratuite nombre de même, je crois, garanties. quand tu es Oui, Prime. gratuite, mais plus rapide. Il paraîtrait que, euh, Consomme, d'où qu'il vienne, il consomme 3 fois plus t'imagines. qu'un abonné Tu non veux Prime. regarder une série sur Prime ou tu veux être livré plus rapidement, il va Il consommer va consommer trois fois plus de plus. produits. Et donc, quelque part, il y a une habitude, finalement, de faire vendre, et c'est très intéressant parce que ça peut être une opportunité fabuleuse d'aller développer du contenu, finalement, audiovisuel au sens, cette fois-ci, étymologique du terme, euh, pour aller vendre autre chose. Et c'est pour ça que les marques peuvent commencer à réfléchir à développer des services justement plus médias pour aller faire soit du e-commerce, soit de la vente directe, soit aller plus loin sur d'autres services. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais là, dans ces différents modèles que tu as pu nous décrire, euh, TF1, je crois, s'est associé avec enfin, les chaînes ou diffuseurs ont réagi pour s'associer, en tout cas faire des offres un peu mixtes, Exactement, il me de semble, distribution. En de fait, distribution. ce qui s'est passé, c'est que l'audience shiftant, finalement, on a une problématique qui est liée au fait que le chiffre d'affaires baisse, mécaniquement parlant. Mécaniquement, ouais. Et donc, s'il baisse, alors les 4 modèles, en fait, d'ailleurs, enfin, on va dire les 2 premiers modèles sont très attaqués. Ouais. Le premier modèle, modèle de la pub, sachant qu'elle migre beaucoup sur YouTube et, je le disais, sur Netflix, ça fait moins d'argent qui rentre dans les chaînes privées qui sont financées par la pub. Le deuxième modèle, qui est le service public, si les personnes qui nous regardent sont au courant un peu des nouvelles, évidemment, on sait que il y a moins de financement du service public, il y a eu des baisses, des coupes sur le CNC, il y a une commission d'enquête aujourd'hui qui a lieu sur le service public, donc il y a un narratif aujourd'hui qui se met en place sur une dégradation, en tout cas des finances du service public, et donc moins d'argent pour la création, quoi qu'il arrive. Donc effectivement, ce transfert se faisant, on a une remise en question de savoir comment on fait pour reprendre des parts de marché. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire comment je fais pour... pourquoi les annonceurs sont partis? C'est parce qu'il y a un cœur d'audience, ce qu'on appelait, Qui a C'est migré, vaste qui est passé. communicant, ce qu'on quoi. appelle la RDA, qui est le responsable des achats, qu'on appelait antérieurement parlant la ménagère de moins de 50 ans. Ouais. La RDA, mine de rien, elle est toujours un peu sur la télé, mais de moins en moins. Et donc, il faut la rattraper. Où est-ce qu'elle est? Elle est Ouais. sur les plateformes. Et là, pour le coup, il y a un moment donné où il y a une résistance, une envie de mettre des services complémentaires. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'incroyable performance d'une Claire Basini, par exemple, qui monte TF1+, et qui a des résultats extraordinaires. Super, hein. Mais malgré tout, Pas les suffisant efforts, pour... ça n'est pas suffisant. Ouais. Et donc, il y a un moment donné où, pour essayer de rattraper cette audience qui a disparu sur l'antenne propre, on va faire des deals de distribution là où se trouve l'audience. Donc effectivement, TF1 a fait un deal de distribution avec Netflix. On n'a pas encore d'idée précise de quelle forme ça va prendre, mais il est évident que il va y avoir, les programmes de TF1 vont être distribués par Netflix d'une certaine manière. On pense raisonnablement qu'il y aura un corner TF1, mais il n'y a pas de garantie, ils n'ont pas du tout communiqué Oui, sur c'est le ça. sujet. On ne sait même pas si la marque TF1 sera présente sur Netflix. Qui n'est pas la logique de Netflix, hein, d'avoir Voilà, c'est un justement... énorme sujet parce que justement la logique d'un Netflix, c'est pas de porter un éditeur tiers, c'est- c'est plus de valoriser sa marque. Donc comment les choses vont, quelle forme elles vont prendre? On parlait tout à l'heure d'un 10% par exemple, qui est un des programmes phares de Netflix. incroyable. Ouais. Aujourd'hui, vous interrogez n'importe qui sur 10%, regardez sur Netflix. Le premier, moi j'étais le premier. Personne ne sait que c'est France Télévisions pourtant, qui c'est a fou, hein. été l'éditeur au démarrage. Et c'est vrai que ça a été d'ailleurs une décision d'Arte, hein, de ne pas forcément dealer tu nous disais, directement avec Netflix, mais plutôt d'aller sur YouTube en mettant
en exergue sa marque éditeur, parce que il y a une vraie force de la marque Arte aujourd'hui, parce qu'ils ont cultivé cette marque-là. Mais les autres diffuseurs, donc on parle aussi d'éditeurs, n'ont pas forcément eu ces conditions-là et ce travail-là, et donc résultat aujourd'hui deal d'une manière ou d'une autre, et on n'a pas les détails aujourd'hui du deal TF1 Netflix, mais on voit que pareil, France Télévisions a dealé avec Amazon Prime, que M6 a M6 dealé également, avec Amazon Prime également, et que c'est un mouvement qui acte quelque part le fait que les diffuseurs traditionnels n'ont plus la capacité de reprendre cette audience en propre. Avant, ils constituaient des corners indiscutables. On allumait en fait la télé, qui était le seul endroit où on voyait du média. Exactement. Et on avait au départ 3 chaînes, au début une, ensuite 3, ensuite Et 6. maintenant, tu as le téléphone, Voilà. tu as ta tablette, tu et puis tu plein de façons de Les moyens consommer, d'accès quoi. sont multiples. Et effectivement, exister là-dedans, c'est un challenge. Et les plateformes américaines globalisées ou chinoises, on parle de TikTok aussi énormément, Exactement. mais c'est vrai que aujourd'hui, l'offre, elle est beaucoup plus forte. Et je vais aller un peu plus loin. Il y a eu une étude qui est sortie début de semaine dernière qui a montré qu'en consommation totale en France, les shorts avaient commencé à dépasser même la consommation de format long. C'est-à-dire En que cumul quand tu de minutes cumules ou les de shorts, minutes? ça En peut... cumul de minutes. Voilà. Parce que j'allais te parler de ça, en fait, la consommation, on voit qu'elle a changé. Moi, je peux mettre 2 heures, 2 heures et demie devant un film. Aujourd'hui, j'ai des jeunes autour de moi qui sont entre 20 et 30 ans, surtout 20, 25, Et qui swipe. et qui swipent. Et ils ne peuvent pas rester, la captation de l'attention, si tu veux, ouais. ils ne peuvent pas rester, ou qui lisent en 1.5 des vidéos, Exact. et qui sont plus sur des séries parce que c'est plus court, et même la série parfois en 1.5. Moi, tu me fais ça, Tu mais moi, tu me fais hacker. Non, mais moi, je peux pas. Moi, quand je regarde un film, enfin, tu vois. J'avoue, je l'ai fait. C'est un fossé générationnel. Mais, bon, C'est-à-dire qu'il y a une déjà, c'est sûr évolution. qu'il existe. Il y a une évolution des consommations. Et je vais même aller plus loin, mais ça, c'est plus un sentiment propre. Je pense que l'évolution de la consommation, elle est aussi drivée par les plateformes qui arrivent finalement à orienter petit à petit le contenu parce que pour des raisons, alors ça contente le public, donc le juge sera C'est le public, toujours c'est le l'audience. public. Toujours. Est-ce que je Ouais, continue c'est à le juge de m'abonner? Est-ce que je me désabonne? Exactement. Et si ils arrivent à faire la synthèse de driver le public à aimer ce qu'ils leur proposent, je dirais ils ont gagné la partie. Mais c'est très intéressant de voir que ce shift-là existe et que les diffuseurs traditionnels ont un petit peu perdu ce mojo là, et donc ça crée évidemment un gros trouble pour le secteur de manière générale. Ce que tu disais, tu disais que les plateformes avaient drivé un petit peu la façon de consommer. Moi, je pense, me semble-t-il, de mon point de vue, que ce sont les réseaux sociaux, comme les TikTok, enfin les plateformes comme TikTok ou Instagram, et cette consommation avec du snack content, qui ont inspiré de plus en plus les plateformes à créer un contenu, même une narration qui est beaucoup plus cut. Enfin, quand je regarde, moi, la narration sur des films Netflix, on va à l'essentiel. T'as vu le truc de Matt Damon et de Ben Affleck là? Ils ont sorti un film il n'y a pas longtemps sur Netflix et tout ça. Ils ont dit, les guidelines qu'on a eu de Netflix, c'est qu'en fait, il faut répéter 3-4 fois pendant le film ce qui se passe, parce qu'en fait, ils savent, Netflix, que les gens, ils regardent Netflix en même temps qu'ils sont donc sur il faut leur rappeler, tu vois, les modes narratifs ont évolué. Tu fais les deux en même temps. Exactement. Les modes narratifs, la façon de se comporter a changé, et tu as raison, les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, pour moi, sont des diffuseurs en propre. C'est clair, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des supports différents, mais des supports de vidéo. Et donc, à partir de là, eux-mêmes, on voit au chapitre pour justement transmettre des images et donner des habitudes de consommation. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. À son époque, TF1 ou d'autres chaînes avaient fixé des formats. Le 52 minutes, le 90 minutes. Il y a eu le 26 à un moment donné, souvent pour dire, de la comédie. Et donc ça, c'était des formats, quelque part, auxquels le public était habitué. Et l'interstitiel, rappelle-toi, tu sais, entre du côté de chez vous, l'interprogramme. Voilà. Et du caméra café ou ce genre de programmes qui sont finalement... Qui sont mis un peu après. C'est un peu du snatching aussi, content, parce que c'est le début, parce que t'as
as des mini-scènes, en fait, Complètement, finalement, que tu complètement, vas ouais. consommer comme Exactement. ça. Donc je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui utilisé à grande échelle et qui évidemment transforme le marché. Là où le marché se transforme, c'est aussi parce que les modes de financement ont changé. Parlons-en, ça. Et ces modes de financement, aujourd'hui, on a un système qui, jusqu'à présent, était redistributif, et toujours redistributif, hein, en télé et en cinéma, avec le CNC en point central. L'idée, hein, le concept de base qui a été mis à la place de la création du CNC, c'est tu t'assois sur une place de cinéma, une partie de cette place est remise dans le système pour favoriser la création de nouveaux films. Si on est en télé, sachant qu'on ne vend pas des places de cinéma, une partie du chiffre d'affaires réalisé grâce aux fréquences publiques, parce qu'on utilise des fréquences hertziennes publiques, va être remis dans le pot commun pour aider la création. Je simplifie énormément. Oui, mais bon, Jusque-là, ça permet de voir un peu qu'il y a un système redistributif. Et vertueux, finalement, qui est C'est un intéressant. système C'est logiquement qui se veut logique. vertueux, et d'ailleurs qui a souvent été plébiscité dans le monde, parce que beaucoup de gens dans la création, dans la production disaient c'est extraordinaire, le système français, vous du redistribuer, etc. La difficulté aujourd'hui, c'est que on a considéré que c'était le chiffre d'affaires des chaînes qui était important, ou la place de cinéma, mais le vrai critère aujourd'hui, c'est l'audience. Ouais. Donc si l'audience se déplace de chaînes qui sont moins consultées, elles sont toujours beaucoup consultées, mais bien sûr, moins consultées, mais qui shiftent vers un système où elles ne sont plus sur des fréquences hertziennes, elles sont sur des réseaux digitaux avec des gens qui shiftent et qu'on ne prend pas le critère de l'audience, qui est ce critère qui est le plus important. Ça crée en fait un différentiel et une problématique dans le système. L'autre élément, c'est que mine de rien, quand même, chacun paye des impôts. On a essayé de rattraper un peu le système pour faire en sorte de dire bon, bah, tu es assimilé à une chaîne. Les premiers à l'avoir fait, finalement, c'est Netflix, Prime, avec la directive. Je vais y arriver, en tout cas la directive européenne et la SMAD, la directive SMAD. Et puis derrière, on a de la taxe aussi qui est appliquée à YouTube. Mais il se trouve que cette logique-là n'est pas complètement bouclée, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas la même redistribution qui existe aujourd'hui sur ces nouveaux acteurs que ce qui existe pour les acteurs traditionnels. Donc il y a un différentiel. Il y a une dichotomie entre... Voilà, il y a la même contrainte aussi, d'une certaine façon. Oui, mais par contre, regarde, si sur une télévision, ce qu'on appelle les CTV, les Connected TV, qui sont globalement la majorité des télévisions qui sont vendues aujourd'hui, qui sont des écrans plus que des télévisions, on se retrouve à avoir des pages d'accueil qui ne sont plus des chaînes obligatoires, qui sont des icônes, et on va se retrouver avec un icône YouTube qui jouxte un icône TF1, qui jouxte un icône Netflix. Et sur le même écran, j'ai la même télécommande, je regarde les mêmes contenus, je vais être sur la même position. D'ailleurs, YouTube, aujourd'hui, le deuxième écran de consommation de YouTube, c'est la télévision. Aux États-Unis, c'est le premier écran de consultation. Et d'ailleurs, en France, les stats montrent que ça ne va pas tarder potentiellement à être le premier écran. Donc, globalement, il n'y a pas de différence entre regarder YouTube sur une télé ou TF1 pour regarder quotidien, si je veux regarder TF1+, et regarder TMC. Donc, c'est très compliqué d'expliquer qu'il y a un traitement qui n'est pas le même entre le premier icône, le deuxième icône et le troisième icône. Ça paraît sidérant. Quand tu les vois sur la même ligne, c'est sûr, tu te dis... Et pourtant, ceux qui produisent, eux, subissent, parce que mine de rien, dans ce triptyque qu'on connaît, éditeur, donc chaîne, plateforme de streaming, producteur et distributeur, tout se nourrit, tout ce système se nourrit et est lié les uns aux autres. Et donc, si on a moins de cash à un endroit, c'est toute la chaîne qui en pâtit. Voilà. Ensuite, ça offre plein de questions et donc forcément plein d'opportunités, mais les acteurs sont en ce moment, en tout cas il y a eu un shift 2025-2026 où il y a une tension qui est assez existante et visible sur oui, cette tu veux dire que le tableau, c'est pas un tableau noir qu'on dépeint là, c'est au contraire un champ de possibles infini, mais c'est un changement de mindset, ou en tout cas une prise de conscience qu'il faut peut-être vraiment
là, de plus être de frein au changement, mais y aller et puis peut-être différemment pour pouvoir accueillir ces possibilités et ces Complètement. opportunités. Il y a même je dirais que la problématique, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a un changement et c'est toujours compliqué de changer alors qu'on a été habitué C'est clair. à quelque chose qui a On est tous pareils, déjà hein. existé. Bah, moi, Voilà, on voit c'est pareil. ce qu'on appelle des néoproducteurs qui arrivent sur le marché, qui sont hyper agiles, qui sont petites, qui font des trucs extraordinaires. Je pense à des boîtes comme Olibrius, qui font par exemple Seb et Sofiane sur Canal, mais qui produisent Seb, le fameux créateur sur YouTube. Mais on a Ascend qui est la boîte d'Inoxtag, Webedia qui est assez finalement assez Déjà un petit peu actif. absolument. Voilà, on a ce genre de structures qui clairement ont une agilité très forte et qui font aussi bien des choses sur YouTube que des choses en télé et qui arrivent à passer de l'un à l'autre. Donc c'est vrai que ça demande une agilité très forte et une adaptation Une de adaptation, la ouais, part des acteurs traditionnels. Ça demande aussi de maîtriser de nouveaux processus parce que on n'en a pas parlé, mais c'est un énorme pan. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui a On un va en impact. parler, ça je voulais qui a un garder ça impact et très, très terminer fort. presque là-dessus parce Oui, que ça oui. c'est important, c'est dans les Mais c'est mutations. vrai que cet élément-là nécessite en tout cas vraiment une capacité d'adaptation, une formation et un mindset Un qui mindset. permet de passer de l'un à l'autre. Et c'est souvent très compliqué, hein. Je minimise pas du tout la complexité du changement. Et Et- toi, Pardon, non, je t'en prie, non. On passe son temps à se couper, de toute façon. toi, C'est un tu vieux es couple. très lié aux humains aussi, d'accord? On a parlé beaucoup un peu des consommateurs, là, et puis des chaînes en elles-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les humains, pour tous les talents? Comment ça s'organise aujourd'hui? Quelles sont les mutations? Effectivement, il y a des gens qui sont, enfin, des sociétés qui sont très agiles, d'autres qui ne le sont pas encore. Est-ce que c'est une question d'humain? Est-ce que c'est une question de structure? C'est une question de... Alors c'est un peu les deux, mon capitaine. Les humains, en l'occurrence, et les talents à l'intérieur, euh, quand ils sont talentueux, ils restent talentueux. La seule question, c'est est-ce ils arrivent à appliquer leur talent dans un nouvel environnement. Et ça, c'est très important. Et ça passe principalement par l'acceptation du changement et la formation Ouais. pour être prêt pour le changement. J'ai beaucoup de producteurs qui passent par mon bureau, qui se retrouvent un peu tourneboulés, inquiets, parce que évidemment, il y a une baisse des commandes. Comment on fait par rapport à ça? Et j'ai tendance, alors il n'y a pas de solution magique, hein, mais effectivement, j'ai tendance à leur dire qu'un producteur qui va maîtriser les nouveaux environnements sera de toute façon meilleur Ouais. qu'un producteur qui va essayer d'être Dans comme son la truc, grenouille qui reste dans son bocal, et Ouais. bocal qu'on fait chauffer et progressivement. Il y a une nécessité de s'adapter, et quand je dis s'adapter, c'est des solutions très très concrètes. C'est maîtriser les nouveaux workflows, c'est avoir conscience et utiliser quotidiennement les outils d'intelligence artificielle, c'est se renseigner sur la creator economy et d'aller Exactement. concrètement essayer de faire des choses, c'est d'aller sur la vertical drama qui est aujourd'hui une tendance qui est naissante mais qui est super intéressante, c'est d'aller explorer, d'aller faire des choses qui sont différentes. Et je pense que ça doit être intrinsèque. Notre capacité à changer est intrinsèque à notre réussite, enfin, est reliée à notre réussite. Ouais. Et là, est-ce qu'on peut parler rapidement de Banijay aussi, du rapprochement Banijay-YouTube qui est Tout assez à fait. important? Alors, ça a été une action, je dirais, véritablement une prise de conscience très forte d'Alexia Laroche-Joubert, qu'on peut louer à travers ce podcast. Cette idée de dire, je fais du test and learn. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives. Il faut savoir qu'on en a beaucoup entendu parler là sur le POC qu'ils ont mis en place récemment. Mais Alexia, elle tente des choses sur YouTube depuis très longtemps et c'est parce qu'elle a tenté beaucoup, beaucoup de choses que finalement elle a aussi une acceptation de la plupart des créateurs de contenu sur YouTube parce qu'on sait qu'elle a cette envie d'être présente. Et donc, c'est pour ça que je la mets en avant spécifiquement parce que je trouve que
c'est aussi très incarné. Et aujourd'hui, les créateurs YouTube, C'est c'est ça, hein. beaucoup d'incarnation. Ah oui, c'est ça. surtout ça. Tu vends l'image. Et de façon très intéressante, un producteur, c'est la désincarnation, puisque logiquement, c'est la société qui est externe au créateur et qui doit mettre en avant finalement des talents type acteur, des talents type présentateur et qui doit être en background. Il se trouve que on peut quand même dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise de manière générale incarner. Et c'est vrai qu'Alexia, elle incarne ça. Et donc c'est très intéressant parce qu'elle c'est l'interlocutrice et elle a très vite compris qu'il fallait investir ces espaces-là. Et elle a essayé plusieurs modèles. Le dernier modèle qui a été testé, c'est un modèle où on va mettre à disposition des formats qui ne sont pas forcément des formats utilisés, je parle Première Compagnie par exemple ou d'autres, Ouais. et de les mettre et d'accepter, une chose qui était presque impossible d'accepter en télé, parce qu'un format c'est un format. En C'est télé, ça. d'habitude, un format ça se détruit pas, ça se C'est une grille. modèle. Mais par contre, on doit respecter des guidelines très fortes. Et cette fois-ci, c'est vous, créateurs, si vous avez envie de vous amuser avec un format, allez-y, Bon coup. proposez-nous des choses. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vachement amusant pour les créateurs de venir dedans. Donc, je dirais que je ne sais pas si c'est c'est la bonne voie, la c'est bonne ça qui direction, va ouais. réussir. Mais en tout cas, c'est une expérience. Exactement. Il faut tester des choses pour savoir si Et ça, c'est très fort. Je trouve que ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont trouver des choses qui vont marcher. Et surtout, euh, investir cet espace qu'est YouTube aujourd'hui avec des créateurs, c'est aussi se faire accepter des différents créateurs et donc de Par leur la communauté. Ouais, communauté, c'est ça. parce que tu épouses les codes, parce que tu es dans cette logique-là Exactement. de mode start-up finalement. Mais tu sais, il y a aussi cette espèce d'épée de Damoclès, c'est qu'on ne se laisse pas le droit à l'erreur en France. C'est quand même quelque chose où si tu te plantes, tu es un pestiféré. Alors que là, dans cette logique de test and learn, tu vois, Le principe de YouTube, c'est fait. l'acceptation de l'authenticité. De l'authenticité, de la vérité, de l'instantanéité, cette véracité finalement qui est l'incarnation, tout simplement. Voilà. L'incarnation avec le fait de faire participer sa communauté aux erreurs, aux Exactement. échecs et Être vrai aux sans à peu près. filtre, sans filtre. Exactement. Ça, mais tu vois, ça demande aussi une approche différente, un mindset. Qui a très très bien réussi sur ça, c'est Samuel Etienne, par exemple, sur Twitch. Oui, Ouais. exactement. On peut se dire quand même que Samuel Etienne, c'est un présentateur de Question pour un champion. Question pour un champion, et bravo à Fremantle pour ce très beau, ce très beau vénérable format. Mais c'est quand même un format qui attire plutôt nos mères Ouais, et nos c'est ça. grands-mères. Dans nos grands-mères, oui. Voilà. Et il a réussi à transformer. Bon, il venait de l'info auparavant, il a réussi à avoir plusieurs vies. Et sur Twitch, il fait des formats de 2-3 heures Ouais, mais comme qui quoi. sont Ça hyper marche. appréciés et il a une audience qui est très jeune. Du coup, il arrive à avoir un panel d'audience très très large, du coup, Exactement. entre Mais ce qu'il fait en télé et ce qu'il fait C'est sur quelque Twitch. part, il faut oser, se lancer et puis être soi-même en fait, et essayer Exactement. pour être vraiment dans cette relation presque one-to-one avec l'audience, avec un grand A, et puis ce que l'on propose. Ouais. C'est pour ça que ça laisse quand même un champ de possible. C'est pour ça que je disais, le tableau n'est pas noir. On me posait la question de savoir de quoi ont besoin, en tout cas quand je parlais de formation sur les producteurs. Aujourd'hui, le métier de producteur est en train de changer, hein, puisque l'intelligence artificielle a un impact très très fort. Le métier de producteur, il va surtout avoir à apprendre à aller encore plus loin que ce qu'il fait aujourd'hui. Je ne pense pas que ce métier va disparaître, je pense même qu'il va augmenter, parce que la notion de coordination va être de plus en plus importante. Craignant, je pense, ouais, absolument. Je suis Producteur convaincu. artistique, Ouais. coordonner l'artistique, producteur délégué, coordonner le financier, être en capacité de comprendre l'intégralité du projet. Sauf que il faut aller. Le rôle du producteur, hein, étymologiquement parlant, c'est produit de la terre, hein, Ouais. producteur. Donc c'est élever de la terre, et donc c'est faire naître des projets. Et pour faire naître des projets, il faut convaincre des gens, il faut convaincre des financiers, il faut convaincre des équipes. Et maintenant, pour convaincre, alors c'est vrai que traditionnellement, il faut convaincre des diffuseurs, mais maintenant, on va avoir à convaincre une multitude d'acteurs. Pour les convaincre, jusqu'à présent, on présentait des jolis PowerPoints, C'est ça. on présentait C'est une petite des choses présentation, papier parfois. texte et tout ça. Exactement. Et aujourd'hui, On peut présenter des choses. pour présenter les choses, on allait jusqu'au mood board, on présentait des images, un peu des projections de ce qu'on aurait au final. Aujourd'hui, clairement,
on va demander de plus en plus, qu'on demande à la publicité Presque aujourd'hui, voir les choses avant de qu'elles voir existent. les choses. Et de voir les choses, c'est-à-dire d'avoir des trailers. T'as un pilote, mais fait par intelligence artificielle. Exactement. Mais pas. La technologie aujourd'hui, elle permet d'aller très très loin. Le contrôle de la caméra, la Ouais, continuité. Les axes, les euh, plans de caméra, les trucs. Exactement. Et donc, ça veut dire que le producteur artistique, à un moment donné, ou le producteur délégué, en tout cas le producteur, lui va devoir maîtriser suffisamment pour pouvoir convaincre avec ces outils-là. Est-ce qu'il s'équipe de quelqu'un qui est un IA artiste, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai tendance à dire que progressivement, il va faire il va tout falloir, seul. exactement, il va être en capacité de le présenter lui, comme il préparait ses PDF Ouais, à envoyer aux c'est ça. chaînes auparavant. Après, tu peux avoir le producteur de cette forme-là qui doit toujours vendre parce qu'un IA artiste n'est pas forcément un bon vendeur aussi. Alors que Non, le producteur c'est peut te ça. raconter une histoire, être un storyteller. Donc peut-être les deux peuvent fonctionner ou de façon que lui Ouais, que doit lui, aussi il porte et fasse devient, monter ses bien sûr. compétences, C'est pour ça que effectivement. l'IA n'est pas un mot, c'est pas un gros mot. Je pense qu'il faut pas le voir comme quelque chose qui va, ah, ça va être terrible. Oui, il va se passer des choses, mais c'est un champ aussi, encore comme on le disait, de possibles et d'opportunités pour ceux qui sauront l'adopter. exactement. Je pense que aujourd'hui, une façon d'être plus qu'une technologie. C'est une façon de repenser son métier, mais pour l'aboutir encore mieux. Et un chef de projet, puisque en fait un producteur c'est aussi un chef de projet Bien de sûr. l'image, qui est capable d'aller jusqu'au bout de son idée pour aller convaincre. Et de l'aboutir artistiquement et qui devient finalement, il a des super pouvoirs en étant capable de présenter les choses de manière animée et d'avoir une vision, qui ne sera pas forcément la vision finale d'ailleurs, hein, mais qui sera quelque chose qui permet Ouais, de se projeter, de vendre, hein, et aussi, il y a ça. exactement, Hein. ça c'est un vrai game changer. Et il y aura un moment donné où il y aura deux versions. Il y aura la version analogique et la version numérique. On aura le producteur qui dira bah, moi je veux continuer à présenter mes trucs, mes projets de manière traditionnelle. Et puis on aura le producteur qui sera en version avancée. Je pense qu'il y aura toujours des idées, les idées seront toujours à l'honneur. Donc la meilleure propriété, la meilleure IP Ouais. qui est le mieux traitée avec un beau projet, c'est celle qui va gagner. Mais je pense que dès lors qu'on va utiliser des outils pour convaincre, c'est aussi l'autre partie qui permet de remporter la partie. Ouais, c'est ça, c'est une façon. Et toi, tu peux te projeter un peu plus parce que tu arrives à voir ce à À quoi ça va imaginer, ressembler, à visualiser. etc. Ça partira toujours de l'idée. Après, l'idée, elle peut être aussi enrichie par l'IA, enfin, selon comment tu prends, enfin, selon la relation que tu instaures avec l'IA. Enfin, quand tu as du talent et que tu épouses vraiment cette technologie, tu peux aussi arriver à faire des choses très sympas. Enfin, faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas être réfractaire à ça. Ah non, non, je pense pas, effectivement. Et puis après, si tu l'es à 100%, c'est là où tu peux passer à côté aussi. Il y a un moment, il y a des chemins. Si tu prends pas le bon chemin, ça peut être difficile pour toi aussi Tu perds pour du temps. l'avenir, quoi. Tu perds du temps. Euh, on pourrait terminer par, en tout cas, merci pour Ouais. tout ce que tu viens d'évoquer. On pourrait te poser encore plein de questions. Mais ton temps est compté, donc je ne veux pas te le prendre et te le voler. Euh, pour terminer, comment on pourrait conclure? Tu veux- Vas-y, t'es Non, plus ouais. jeune. Je te C'est laisse. gentil. Non, bah, on a parlé un peu, effectivement, de un peu les mutations, juste pour refaire un point, des mutations un peu du marché aujourd'hui, des annonceurs qui se retirent aussi des chaînes un peu traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les chaînes traditionnelles, les différents modes de fonctionnement? Ce que ça veut dire pour les humains aussi derrière, pour les talents qui sont derrière tout ça, comment ils peuvent s'organiser, quelles sont leurs opportunités par la suite, l'intelligence artificielle un peu dans tout ça. Donc là, on est sur un stade de connaissance aujourd'hui, d'accord? Ça va encore évoluer. Est-ce que toi, avec le recul que tu as, etc., tu peux imaginer un peu plus d'évolution là-dessus, sur l'impact humain, mais aussi l'impact sur la production en elle-même? Dans les 3-5 ans, allez, Allez, c'est hop. arrivé. Alors je suis Madame Irma. Voilà. Non, mais On a beaucoup, beaucoup de mal à envisager ce que ça va être. C'est sûr qu'aujourd'hui, la technologie telle qu'on la voit apparaître, certains disent qu'il y a un plafond de verre qui fait qu'on n'arrivera pas à aller plus loin, d'autres voient les choses s'ouvrir. C'est vrai que régulièrement, on voit des nouveaux modèles images Oui. qui explosent le modèle d'avant. précédent. Et donc,
on a vu la dernière version de Seedance qui nous a tous Incroyable. assis. Alors, ils ont utilisé... La propriété intellectuelle, Voilà, un peu, alors, en là-dedans, fait, est ce un qui s'est peu passé, c'est difficile. que tout le monde s'est focalisé sur le fait d'avoir des acteurs connus, mais c'était plus un démonstrateur. Alors, il faut savoir que Seedance, c'est la technologie c'est ByteDance qui est derrière, donc c'est TikTok. ouais. Seedance a présenté des acteurs connus. Ça a fait polémique. Évidemment, le premier axe, ça a été de les attaquer sur le fait de présenter des acteurs connus, mais c'était plus pour faire un proof of concept qu'autre chose. La réalité, c'est le film Ça marche que ça bien. générait, Ouais. c'est-à-dire un film en haute définition, parfait, avec une exécution axes de qu'on n'avait caméra. jamais vue, avec des axes de caméra De jamais dingue. Ouais. vus. Ça fait encore un peu trop démonstrateur Oui, sur oui, ce qu'il c'est fait, ça. parce mais que quand même, ça mais laisse. on voit C'était que l'objectif peut-être aussi. je pense que c'était l'objectif. Et donc, ça aura un impact, C'est qu'il sûr. soit moyen, important, énorme, total, sur la fabrication. C'est-à-dire que l'impact, c'est que la fabrication va être touchée par des gens qui auront la capacité de produire des films à un coût bien moindre que d'aller déplacer des caméras, d'aller déplacer parfois des camions, des décors et plein de professionnels dessus. Donc ça, sur le set, sur le plateau. Je pense que ça aura un impact. Savoir exactement quelle est la nature de cet impact, c'est un peu compliqué. Mais on va voir fleurir beaucoup de contenus de haute qualité qui vont porter ces idées-là. Est-ce que les auteurs vont s'en emparer? Est-ce que la profession va s'en emparer? Est-ce qu'il va y avoir des garde-fous? On sait que Netflix, par exemple, a établi des guidelines Anti-IA. alors pas anti, Pas anti-IA, mais c'est-à-dire qui garantissent protectionniste. le fait, voilà, qui garantissent le fait qu'ils vont continuer à utiliser des humains pour faire des choses, mais ces règles-là, elles peuvent évoluer avec le temps. Ouais. Il est évident que quelqu'un qui est capable de faire un film pour une fraction du prix de ce qui est fait aujourd'hui, il y a beaucoup s'en empareront pour Si faire. l'histoire est bonne. Si Exactement. l'histoire et si tu arrives à faire, comme tu le disais, on en parlait en coulisses, mais si tu arrives aussi à donner de l'émotion. Parce qu'en fait, ce qui touche, la réalisation sera parfaite. À un moment donné, tu peux faire des choses incroyables et improbables pour un coût moindre. Mais si l'histoire est bonne, si elle est réussie, c'est parce qu'il y a de l'émotion. Et je pense que Exactement. Et on se posait, d'ailleurs, on en parlait aussi, mais on fait un parallèle. 2025-2024 ont été des années un peu compliquées pour le cinéma français. Et on se disait, ah oui, l'explication, d'ailleurs une explication que moi je donnais, que je répétais à l'envi, c'était de dire oui, mais au cinéma, c'est un coût très important, il faut quand même se déplacer, il faut payer des cher. tickets, c'est cher, c'est beaucoup de déplacements, et puis quand on est déçu, voilà. Alors Ouais. que l'offre concurrente, c'est les plateformes de streaming, on paye un abonnement au prix d'une place de cinéma, et puis au final, on peut mettre 12 personnes devant l'écran, et puis si on en a si t'en rien as à marre, faire, tu et ben changes, tu on passes zappe. à l'autre. Ouais. Et c'était l'explication simple de ça. Mais la réalité, c'est que les mois de janvier et février, en France, Ont jamais ont été été excellents excellents au niveau du cinéma. au niveau c'est- cinéma. Et Comme quoi, il n'y a pas de il n'y a pas de règle. il y a pas de fatalité. Et surtout, l'explication qui est faite, c'est que les projets qui étaient proposés, les œuvres proposées étaient bonnes, excellentes. étaient excellentes. Et les gens se déplacent si la qualité est là. Et c'est pour ça que dire que peu importe la façon presque dont elles sont fabriquées, les œuvres, l'idée c'est est-ce qu'elles vont procurer de l'émotion? De Est-ce l'émotion. que ça Je va suis être de d'accord, c'est clair. jolis projets? Et ces projets-là, ils ont été imaginés par des humains. C'est des histoires parfois réelles, parfois complètement de fiction. Et je prends par exemple Le Rêve américain. Le Rêve américain, c'est une histoire assez C'est dingue dingue, hein. de managers de NBA Deux aujourd'hui mecs qui français. partent comme ça, De mecs qui partent aux US. avec Et c'est très bien mis en image, c'est très bien imaginé aussi en termes de projets proposés au public et qui rencontrent son public. Le Marsupilami cartonne. Donc on est véritablement sur des propositions qui peuvent intégrer potentiellement de l'IA, peuvent être à terme, moi je pense, être faites totalement en IA, mais qui remettent sur le devant de la scène le fait qu'un beau projet bien produit peut exister. Ensuite, évidemment, je remets l'axe sur quid de la fabrication, mais en tout cas,
quand le projet est bon et qu'il est bien présenté au public, il rencontre son public et l'industrie est bien présente. Ça marche. Bah, super. Bah, merci Bon, beaucoup, bon, on conclut Jérôme. là-dessus, c'est parfait. On se reverra. C'était un plaisir. On a Merci d'autres beaucoup de choses m'avoir à invité. explorer. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. À très vite.